Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Francia Angia, donc l'émission en langue française de Tiloche Radio, en partenariat avec le site internet d'information oulala.org. Donc nous recevons aujourd'hui Catherine Aurel qui vient très régulièrement à Budapest, et elle vient en particulier parce qu'elle sort un livre sur Horthy. Alors Catherine Aurel, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, je pense qu'à Budapest, la communauté française la connaît assez bien, puisqu'on l'a souvent vue à l'Institut français, aussi l'année dernière, je crois, à l'Université d'Europe centrale, où c'était il y a 2 ans peut-être, il y a 2 ans, donc le temps passe très vite. Et Catherine Aurel est directrice de recherche au CNRS à Paris. Elle s'intéresse énormément à l'histoire de l'Europe centrale, en particulier de la Hongrie. Elle a écrit plusieurs ouvrages qui ont été assez remarqués. Pour en citer quelques-uns, il y a l'histoire de Budapest, il y a cette Europe qu'on dit centrale, et puis donc cette idée saugrenue dans un contexte politique assez particulier. On parle partout en France du retour des années 30 en Hongrie, etc. Catherine Aurel a fait le choix de faire un livre sur Horthy. Alors pourquoi une telle idée, Catherine Aurel ? Merci Vincent, merci à tous de m'accueillir dans cette radio. En fait, c'est pas vraiment un choix dans le sens où c'est une commande de l'éditeur Perrin, l'éditeur Perrin ayant lancé une grande collection de biographies. Donc, ils se sont posé la question de savoir quelle était la personnalité en Hongrie qui pourrait faire l'objet d'une biographie, et évidemment le contexte actuel a fait que c'est Horthy qui a été automatiquement visé par la maison d'édition, et il se trouve que j'y avais déjà pensé. J'y avais déjà pensé à l'époque où j'avais écrit ce livre sur l'histoire de Budapest que vous avez mentionné, un livre qui est paru chez Fayard en 1999, et durant le travail que j'avais effectué pour ce livre, j'étais évidemment tombé à plusieurs reprises sur des références à Horthy, d'autant plus que l'une de mes périodes de recherche, c'est justement l'entre-deux-guerres. Donc de toute façon, c'est un personnage qui croisait régulièrement ma trajectoire, et j'ai fini par me dire, bon, il prend trop d'importance, il faudrait quand même lui dédier un travail un peu plus important. Et donc c'est ce qu'on a fait avec les éditions Perrin. J'avais également abordé ces questions de fascisme, de pas de fascisme, de régime autoritaire dans le livre sur l'Europe centrale que vous avez également mentionné. Il faudra peut-être dire qu'il est traduit en hongrois, donc ça c'est quand même intéressant pour notre auditoire. Voilà, donc un choix qui n'en est pas, ça n'est pas un choix sentimental, je rassure tout de suite les auditeurs. La fréquentation de l'amiral Horthy ne me l'a pas rendu extrêmement sympathique, mais c'est pas non plus la clé d'une bonne biographie. Être trop empathique avec son sujet, généralement, ça ne fait pas du bon travail non plus. Donc, il faut trouver un modus vivendi avec le personnage qui reste sur le plan scientifique, même si on sait tous que l'objectivité en histoire n'est pas forcément de mise, mais tout de même avoir une vision du personnage le plus mesurée possible. Alors c'est d'autant plus intéressant, enfin, il nous semble, Corentin, c'est que Horthy aujourd'hui est très présent dans les débats politiques en Hongrie. Il y a notamment le parti d'extrême droite Jobbik qui utilise ce personnage pour reconstruire beaucoup de mythes autour de lui, des gens aussi au sein de Fidesz qui ont un rapport assez particulier. Et puis cette complexité historique, culturelle, politique toujours en Hongrie, où on le voit encore aujourd'hui, il y a beaucoup de faux semblants, beaucoup d'exagérations, qui font que le travail d'historien par rapport à un tel personnage est extrêmement important et en même temps très difficile. Oui, effectivement, quand j'ai commencé à faire les recherches, et puis surtout quand j'ai commencé à rédiger le manuscrit, j'avais sans cesse alors une petite clochette qui sonnait l'alarme en me disant, bon, là c'est quand même, à partir de 1918, c'est un sujet qui devient extrêmement sensible, et en creux, j'imaginais toujours le type de réaction que ça pouvait susciter, ou que ça pourrait susciter, ou que ça pourra susciter chez les lecteurs. Alors pas chez les lecteurs français évidemment, qui ne connaissent pas et qui donc à la limite sont très purs, très innocents vis-à-vis de Horthy, qui sont prêts, je pense, à accepter le travail tel qu'il est présenté. Il est évident qu'en Hongrie c'est pas le cas, puisque chaque Hongrois, chaque personne en Hongrie va avoir une idée
tout à fait précise, même si la plupart du temps elle va être fausse, de qui est Horthy. Donc il faut à chaque fois prendre une distance suffisante pour dire, bon ben voilà, il y a cette conception-là de Horthy. Alors j'ai dédié une grande partie du livre à tout ce qui est la réception, la postérité de Horthy et de son image. Et donc, à chaque fois, de se dire, bon, on a un contexte historique, on a un personnage qui vit dans ce contexte historique, et puis après, on a l'interprétation qu'on en fait. Et bien entendu, on est sans cesse en train d'avoir à l'esprit, quand on connaît bien l'histoire hongroise, les perceptions qui préexistent dans l'opinion publique. Alors peut-être pour les auditeurs qui sont plutôt français que hongrois aussi, qui connaissent moins qui est le personnage Horthy, peut-être revenir un peu sur ce personnage qui était peut-être un modèle de cette Europe centrale des Habsbourg, avec tout ce multiculturalisme, multilinguisme, et aussi toutes ces contradictions qu'on retrouve aussi au sein de la société hongroise, et de manière générale dans ce grand empire. Oui, donc faisons un bref rappel je dirais, de son début, du début de sa vie. Si tant est que, il faut toujours garder à l'esprit qu'en 1918, Horthy est un homme qui a déjà 50 ans. Et 50 ans en 1918, c'est vieux. Hein, évidemment, de nos jours, on n'a absolument pas la même perception des choses. Donc, bien entendu, il y a une vie de Horthy avant la Régence. Et c'est souvent ignoré. Ou alors, quand ça n'est pas ignoré, c'est vu comme une prédestination, en quelque sorte, à prendre les rênes du pays. C'est généralement méconnu. Et quand c'est connu, c'est mal interprété. Donc, Horthy naît en 1868 sur la propriété familiale de Kenderej, donc c'est à côté de Szolnok, c'est la Grande Plaine. Il naît dans un milieu qui est multiconfessionnel, mais pas polyglotte, puisque c'est la Grande Plaine, donc globalement, c'est quand même très homogène au niveau de la langue. C'est un monde essentiellement hongrois. En revanche, c'est un monde biconfessionnel, puisque son père est calviniste et sa mère est catholique. C'est une tradition familiale, ça n'est pas un fait étonnant pour n'importe quelle famille hongroise. Hein. La multiconfessionnalité, au moins dans les confessions chrétiennes, est quelque chose d'assez répandu. Et cette multiconfessionnalité va d'ailleurs être poursuivie par Horthy lui-même et par ses fils, hein, qui vont systématiquement épouser des catholiques. Donc on a une tradition familiale bien établie. Le dimanche, la mère va à l'église catholique avec les 4 filles et le père va à l'église réformée avec les 4 garçons. Voilà, donc il y a 8 enfants bien partagés, 4 garçons, 4 filles. Miklós est à peu près au milieu. Et donc ce sont des petits nobles d'aisance très moyenne. Hein, ce n'est pas une grande famille aristocratique, ce ne sont pas des gens riches. Et donc, avoir 8 enfants dans un contexte pareil, c'est un problème, puisque c'est trop. C'est trop, donc les filles, on ne se pose pas trop la question, on va les marier. Il y en a une qui prend le voile, qui rentre dans les ordres. Et puis les garçons, eh bien, il y aura de la terre que pour un garçon. Donc il faut faire quelque chose avec les autres. Et donc l'armée est une carrière potentielle. Là où les choses, je dirais, dérapent, et là où on entre déjà dans la vie de paradoxe qui va être la vie de Horthy, c'est que, il y a un frère aîné qui rentre dans la cavalerie, alors là c'est tout à fait traditionnel hongrois, hein, rien à dire, et voilà, Horthy Miklós dans la marine. Alors là, c'est tout à fait étonnant, parce que déjà dans le corps de la marine, il y a très très peu de Hongrois en général, mais en plus, Horthy vient d'un endroit où la mer, c'est vraiment quelque chose de complètement inconnu. Hein. C'est la seule mer qu'il y a, c'est les blés de la Grande Plaine. Hein. Donc, une décision assez paradoxale et une carrière qui, par la suite, va donc être marquée par une unicité, puisqu'il va être le seul officier général hongrois à accéder à la fonction de contre-amiral. Déjà, à la fin du siècle, les autres nationalités qui sont présentes dans la marine, et notamment les Croates, commencent eux aussi à accéder à des échelons supérieurs dans le corps des officiers. Mais que ce soit en plus un homme qui n'a rien à voir avec la façade maritime de l'Autriche-Hongrie, c'est quand même assez étonnant.
Donc, le début de sa carrière, c'est tout à fait banal. Il monte les échelons tout à fait normalement. Il n'est pas très bon dans alors, dès qu'il faut se servir d'un livre, dès qu'il faut ouvrir un livre, il n'est pas bon du tout. Il est très bon en technique. Il s'intéresse beaucoup au sport. Il s'intéresse beaucoup aux nouvelles techniques de la marine. À la musique aussi. À la musique. Alors ça, c'est à côté. Hein, ouais. Ça fait partie. Mais ça fait partie de ce qu'on enseigne aux jeunes officiers. Hein, la danse, la musique. Alors après, on est plus ou moins doué. Donc Horthy est un amateur de musique, ça c'est vrai, ça ne se démentira jamais. Il va très régulièrement à l'opéra, il adore l'opérette. Dans la base navale de Pula, il fait la connaissance de Lehár, de Franz Lehár, qui va devenir quelqu'un d'assez proche. Et puis, comme il est bon en dessin, il va être aussi bon en peinture. Et il va peindre en amateur, surtout pendant la période où il va être aide-de-camp de François-Joseph. Alors, finalement, ce qu'on pourrait dire, c'est que sa carrière est faite d'un nombre assez considérable de hasards heureux, qui le font accéder à des situations, à des possibilités auxquelles un officier de rang moyen n'aurait pas accédé normalement. Premier hasard heureux, il se trouve dans l'escadre qui surveille, enfin qui protège l'ambassade d'Autriche-Hongrie à Constantinople au moment de la crise de l'annexion de la Bosnie-Herzégovine en 1908-1909. Donc il a à jouer un rôle important puisqu'il commande le bateau de l'ambassade. Donc, si jamais la crise de l'annexion devait dégénérer, c'est-à-dire si vraiment on devait entrer en guerre, si l'Autriche-Hongrie devait, si la Turquie devait déclarer la guerre à l'Autriche-Hongrie, on peut imaginer que Horthy aurait joué un rôle à ce moment-là important. Et son action est tout à fait appréciée. Et l'ambassadeur qui se trouve à ce moment-là à Constantinople, c'est le margrave Pallavicini, donc c'est pas n'importe qui, et c'est quelqu'un qui par la suite va jouer un rôle dans la nébuleuse de soutien et de protection dont Horthy va jouir. Donc ça c'est un point important, c'est-à-dire que non seulement il se trouve être, comme on dit en anglais, the right man at the right place, et en plus au bon moment, mais en plus avec les bonnes personnes, c'est-à-dire que son action est valorisée, vue par les bonnes personnes. Et il y a un autre élément qui joue à ce moment-là, c'est sa femme. Son épouse, malgré l'image qu'on a voulu donner d'elle par la suite, et notamment dans les mémoires de sa belle-fille, d'une personne extrêmement timide, effacée, voire même craintive, et c'est pas du tout ça. C'est au contraire, c'est une femme de tête, c'est une femme qui sait extrêmement bien se tenir, elle sait très bien où elle est, elle sait très bien quel est son rang, elle va aider très très largement la carrière de son mari. Elle a un rôle beaucoup plus important que d'être simplement une épouse de représentation. Et donc arrive la Première Guerre mondiale, et Horthy là aussi joue un rôle. Alors, avant, il y a un nouvel hasard heureux, qui est la conséquence de ce que je viens d'expliquer sur l'annexion de la Bosnie-Herzégovine et son rôle joué à Constantinople, c'est qu'il s'est distingué, donc, et il est choisi pour être l'aide-de-camp de François-Joseph. Alors ça, c'est l'expérience absolument clé de sa vie. Il le dit dans ses mémoires, et là on peut le croire. Il y a plein de choses dans ses mémoires qui sont soit affabulées, soit qui sont de l'auto-justification. Mais quand il dit que les 5 ans passés auprès de François-Joseph ont été un moment clé de sa vie, là on peut très largement le croire. Il n'y a aucun doute à avoir sur la question. Donc là aussi, il a une chance extraordinaire. François-Joseph a 3 aides-de-camp, et Horthy est seulement le 2e marin qui arrive comme aide-de-camp. Il suit un premier aide-de-camp naval qui se trouve avoir été un de ses anciens commandants. Donc vous voyez le processus. Hein. Donc non seulement il est le seul marin aide-de-camp, il est calviniste, ce qui, auprès de François-Joseph, est quand même pas quelque chose de tout à fait évident. Hein. Les 2 autres sont évidemment catholiques. Donc ça lui donne encore un petit profil, un profil supplémentaire. Et il se trouve à ce poste au moment où la Première Guerre mondiale éclate. Donc il est immédiatement envoyé sur un bateau, bien entendu, il prend le commandement d'un bateau, et là va se situer, durant la Première Guerre mondiale, un élément extrêmement important pour la suite, qui va être la création de la légende du Novara. Donc Horthy commande ce croiseur, qui s'appelle le Novara, et la principale tâche de la marine austro-hongroise, c'est
Alors, avant l'entrée en guerre de l'Italie, pas grand-chose, parce qu'avant 1915, il n'y a pas de menace dans le nord de l'Adriatique, mais après 1915, après l'entrée en guerre de l'Italie, il y a deux problèmes. Il y a évidemment l'adversaire italien, et au sud de l'Adriatique, il y a ce qu'on appelle le canal d'Otrante, qui est barré, qui est fermé par les marines alliées, les marines de l'Entente, donc essentiellement les Britanniques et les Français. Donc, l'un des buts de la percée du canal d'Otrante, c'est d'aller ravitailler les bateaux allemands qui sont, eux, vers Constantinople, auprès de la Turquie. Donc, et de surveiller la côte adriatique contre les Italiens. Donc, les actions que Horthy et les autres vont entreprendre durant la Première Guerre mondiale sur le plan naval consistent à surveiller les côtes et à éventuellement attaquer les Italiens en face, mais surtout à percer le canal d'Otrante. Et Horthy va y arriver 2 fois, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que il va se créer donc une légende de héros militaire, alors que, comme tout le monde le sait, l'Autriche-Hongrie perd la guerre. Non seulement elle perd la guerre, mais elle se perd toute seule. Enfin, elle se perd, elle disparaît. Donc, on va avoir finalement un personnage qui va, toute sa vie durant, être un homme qui est marqué par l'échec. Donc, ça, il faut le dire. Oui, oui, ça vous fait sourire, mais c'est absolument... Mais c'est terrible, quelque part. C'est absolument tragique. Voilà une Première Guerre mondiale qui se finit dans un chaos absolument indescriptible. La marine n'a pas été vaincue, mais l'Empire est perdu. La Hongrie part à volo, première révolution en octobre 18, deuxième révolution en mars 19, donc une situation extrêmement grave, que Horthy va retourner à son profit, et on va être dans la construction systématique pendant toute sa carrière d'un mythe qui est à l'inverse de ce qui se passe en vérité. Donc, pour faire passer la défaite de l'Autriche-Hongrie, on va dire c'est le héros du Novara, donc un Novarai Hős. Après, on va avoir le sauveur de la patrie, en 1919. Après, on va avoir un autre mythe qui va être le reconstructeur de la patrie, en quelque sorte. Je retraduis là des termes hongrois. Et puis, on va avoir la même chose en 1941, jusqu'en 1941, celui qui va essayer de préserver la patrie. Et finalement, on arrive à quoi en 1944 ? À une nouvelle défaite. Donc, c'est un homme qui n'a fait qu'échouer, en fait. Mais dont on a transformé l'image en une image positive. Et c'est précisément là-dedans qu'on est en ce moment, dans le débat sur Horthy. C'est qu'il est évident que c'est la personnalité qui domine la période. Ça fait aucun doute, c'est la personnalité hongroise qui domine la période. Le problème, c'est que ce n'est pas une personnalité positive. Donc, comment se mettre comment accepter, et ça c'est tout à fait difficile pour la Hongrie, comment accepter le fait que le personnage qui a le plus marqué l'histoire du pays soit un personnage qui n'est pas positif. C'est cornélien. Imaginez qu'en France, ça soit Pétain, quoi. Enfin, en France, il y a toujours des gens qui pensent que le maréchal Pétain est un héros, est une grande personnalité. Le problème, c'est que la France a produit Général de Gaulle à côté. Et la Hongrie n'a pas produit Général de Gaulle à côté de Horthy. Donc, on n'a pas d'image, on n'a pas de figure concurrente sur laquelle puisse se bâtir un contre-mythe, en quelque sorte. En France, on peut. C'est Pétain contre de Gaulle. En Hongrie, c'est pas possible. Aucun dirigeant communiste ne peut jouer le rôle de contrepoids, de contre-mythe à Horthy. Et on le voit très bien au début de la période communiste, où les références à Horthy sont tabouisées à un point que la Bibliothèque nationale de Hongrie met tout ce qui concerne Horthy dans l'enfer de la bibliothèque. Ce sont des ouvrages auxquels on ne peut pas accéder. Les dirigeants de la bibliothèque vont systématiquement acheter dans les antiquariats tout ce qui concerne Horthy. C'est conservé dans la Bibliothèque nationale avec un gros tampon rouge, Zárt anyag. Donc matériaux interdits, matériaux fermés. Et ça n'est redonné au public qu'à partir de 1989. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Dans la conscience historique hongroise par rapport à Horthy. Donc finalement, rouvrir le débat aujourd'hui sur qui était Horthy, quel rôle il a joué dans l'histoire hongroise, ce serait presque légitime finalement, s'il y a une période d'amnésie totale pendant la période communiste. Alors non seulement c'est de l'amnésie, mais c'est de la diabolisation. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas en parler, et quand on en parle, c'est le mal absolu. C'est là qu'on trouve la construction de la contre-image du dictateur fasciste. Ce qui n'est pas, c'est pas le cas, c'est pas du tout ça, c'est pas à ça qu'on a affaire. Il n'empêche que c'est, et comme on le sait dans bien des cas,
plus on tabouise et plus on diabolise, plus on construit une contre-image et plus on construit une nostalgie et une volonté de savoir les choses. Et l'opinion publique construit un modèle inverse qui consiste à dire, puisqu'il est tabouisé et diabolisé, c'est qu'en fait il est bon. Et on est en plein dans, je vais employer un terme allemand, on est en plein dans la Vergangenheitsbewältigung, c'est-à-dire qu'il faudrait maintenant admettre une vision historique de Horthy basée sur les archives, sur les faits, sur les analyses. Alors il y a plein de collègues qui font ça, que ce soit Romschild-Schignat, Bloncy-Bollage et d'autres, mais on a l'impression que ça ne passe pas la barrière du grand public. Et vous pensez, j'imagine que vous suivez le débat en Hongrie autour de sa personnalité, vous pensez qu'il est jeté sur des bases saines, ou qu'il est essentiellement dominé par l'hystérie, où on trouve vraiment des travaux qui sortent, qui sont vraiment très intéressants et solides sur cette période de l'histoire? Alors il y en a, mais je me demande s'ils sont lus, parce que il y a eu par exemple des numéros de revues. Il y a eu un numéro de Korunk qui a été consacré à Horthy. Il y a eu des numéros intéressants dans Rubicon qui se sont posé la question du culte, justement. Il y a eu un numéro, je crois, qui s'appelait Cultus et Ellen Cultus, culte et contre-culte, de Horthy, et qui analysait ces problèmes d'image, etc. J'ai l'impression, et on a assez souvent des débats à la télévision avec les historiens dont j'ai cité les noms à l'instant, mais on a l'impression que tout ça, comme on dit en français, c'est de l'eau qui glisse sur les plumes du canard. Donc ça ne pénètre pas encore chez certaines personnes. Alors ça pénètre très bien chez d'autres, mais dans la partie de l'opinion publique qui est dans l'hystérie, comme vous disiez, non, ça marche pas. Il y a à nouveau une rupture entre ceux qui en ce moment sont en train d'essayer de le revaloriser en le dépeignant sous les traits que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le sauveur de la patrie, la seule figure positive de l'histoire hongroise au XXe siècle, et puis ceux qui continuent à penser que non, c'est un sinistre dictateur et il n'y a rien à sauver. Évidemment, quand on fait un travail d'historien, on est bien obligé de constater qu'il y a des deux, et que dans l'interprétation historique que l'on fait, il ne s'agit pas de donner des bons points ou des mauvais points, il s'agit de décrypter d'abord les conditions historiques de la vie du personnage, et puis, comme je disais tout à l'heure, de décrypter l'interprétation qu'on en fait. Alors vous avez dit tout à l'heure que Horthy n'était pas un fasciste, que sa régence n'était pas une dictature. Alors justement, qu'est-ce que c'était précisément? Comment la définir, cette période politique? Alors on va parler de régime autoritaire, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas employer le terme de fascisme? On ne peut pas employer le terme de fascisme parce qu'on n'a pas en Hongrie, dans la période considérée, les éléments qui caractérisent les régimes fascistes. Bien, malgré évidemment le fait que certains autour de Horthy auraient bien voulu transformer le régime en régime fasciste à l'italienne, par exemple. Ça a été la tentative de Gömbösch, donc le président du Conseil entre 1932 et 1936. Gömbösch a très clairement pris Mussolini comme modèle. Mussolini est aussi l'État corporatiste autrichien. Donc son grand projet national, c'était en quelque sorte d'adapter le modèle italien et le modèle autrichien à la société hongroise. Alors, le modèle autrichien aurait certainement été plus proche du modèle de la société hongroise, mais Gömbösch se serait bien vu en Mussolini lui-même, c'est-à-dire avec l'image qui va autour, avec le culte de la personnalité, avec les mouvements de jeunesse, avec les mouvements de masse, avec l'utilisation des techniques de masse de l'époque que Hitler et Staline vont perfectionner à un degré tout à fait puissant, mais il n'y est pas arrivé. Alors, il n'y est pas arrivé en grande partie parce que, évidemment, Horthy ne le voulait pas. Alors, pourquoi ne le voulait-il pas? Ça lui faisait de la concurrence, évidemment, ça c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que Horthy ne voulait pas, était complètement étranger à ce genre d'idéologie politique. Pour Horthy, ces tribuns qui haranguent les foules et qui vocifèrent, et ça lui est désagréable. C'est pas du tout sa façon de voir les choses. Il n'a pas d'idéologie, en fait. Horthy est un homme de son origine, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un rural, un conservateur, quelqu'un qui va avoir des valeurs chrétiennes, mais ça ne fait pas une idéologie, tout ça. Ça fait un profil mental, ça fait un univers mental, mais ça ne fait pas une idéologie et ça ne fait pas un parti politique. Donc Horthy n'est pas un leader de parti politique. Le leader du parti, c'est Gömbösch.
Donc on est dans un décalage à ce moment-là. L'autre concurrence qui se met en parallèle à celle de Gumbusch, ce sont les croix fléchées. Et là, on est à un degré encore plus profond dans la manipulation des masses, la mobilisation des masses, quelque chose qui est complètement étranger au monde de Horthy. Horthy, on l'a dit tout à l'heure, son univers mental est resté bloqué à Vienne en 1909. Donc le petit homme, le petit sous-officier qui claque des bottes et qui vocifère à la Mussolini ou à la Hitler, pour Horthy, c'est un mal élevé, c'est quelqu'un qui n'a pas de manière. Bon, il a du mépris pour. Il a beaucoup de mépris, et il est amiral. Donc attendez, c'est pas un petit caporal qui va lui faire la leçon et qui va lui en remontrer. Et il pense que les structures de son univers mental dont je parlais tout à l'heure, le conservatisme, le christianisme, la ruralité, ça suffit. Et ben, il se trouve que ça suffit plus dans l'entre-deux-guerres, et donc il est sans cesse débordé par sa droite, d'abord par Gumbusch qu'il arrive à contrôler parce que, bon, d'abord Gumbusch meurt en 1936, donc ça c'est un coup de chance, évidemment, pour Horthy, et ensuite il arrive à repousser, à contrôler les croix fléchées jusqu'à la fin, jusqu'en 1944. Mais ce qu'il n'a pas su faire, et là où il porte une responsabilité évidemment énorme, c'est qu'il ne s'est pas rendu compte, ou il n'a pas voulu voir. Pourtant, on sait qu'on lui a fait, on a attiré son attention là-dessus, c'est que les rouages de la société, et notamment l'armée, étaient de plus en plus pénétrés, affectés, on va dire, par l'idéologie nationale-socialiste. Et c'est ça qui permet, entre autres, bien entendu, il y a d'autres raisons, mais on ne va pas s'étendre indéfiniment, c'est ça, en outre, qui permet d'expliquer la catastrophe de 1944. C'est qu'au moment où il aurait fallu réagir, il y a plusieurs moments où Horthy aurait pu dire non, mais et il ne l'a jamais fait. Ça aussi, c'est sa responsabilité, et c'est quelque chose qui pèse très très lourd sur l'analyse que l'on peut faire de son personnage. Mais en 1944, quand il s'agirait peut-être là de tourner les armes, de déclarer la guerre à l'Allemagne et de retourner les fusils contre l'Allemagne, il n'y a plus de fusils, parce que les fusils, ils sont tous en train de passer au parti des croix fléchées, parce que l'armée est pénétrée par l'idéologie nationale-socialiste, y compris la gendarmerie, ce qui explique en partie l'extraordinaire succès, si je puis employer ce terme, de la déportation des Juifs à partir du mois de mars et du mois de mai 1944. C'est que là, il n'y a pas eu de structure dans la gendarmerie et dans l'armée pour s'opposer aux directives allemandes. Et ce que fait Horthy, c'est trop tard. Enfin, c'est vraiment... Mais est-ce que l'antisémitisme fait partie de son univers mental, familial ? Je dirais oui, dans le sens où il fait partie de l'univers mental de beaucoup de gens à l'époque. Alors, dans le petit village de Kenderesh, je crois, si je me rappelle bien, qu'au recensement de 1869, il y a 12 juifs. Bon, vous voyez, donc, Horthy n'est pas mis en contact avec des communautés juives importantes et nombreuses, comme il aurait pu l'être s'il avait été en ville, et encore pas dans toutes les villes. Ça n'a rien à voir avec la vision que Hitler a des Juifs à Vienne en 1900. Hein, on n'est pas du tout là-dedans. Donc il quitte son village, où il doit y avoir le cabaretier juif, et puis c'est tout, en gros. Il va faire une première partie de ses études à Debrecen. C'est pas vraiment une ville juive dans la Hongrie de l'époque. Et ensuite, il va au lycée à Sopron, où il y a une petite communauté, mais rien d'important, rien de massif. Et après, donc, il arrive dans l'armée, il arrive à l'académie navale, et pratiquement, il ne voit plus de juifs au sens où on peut se l'imaginer à l'époque, c'est-à-dire, c'est pas une population à laquelle il est confronté et pour laquelle il pourrait nourrir et contre laquelle il pourrait nourrir un ressentiment. Mais, eh bien, il est dans les préjugés de son époque. En gros, hein, c'est ça. Et alors, à Vienne, là, en revanche, il est tout à fait possible qu'il ait eu affaire à beaucoup de juifs. Mais il est prisonnier aussi des idées de son époque. C'est que, en fait, il y a les bons juifs et les mauvais juifs. Alors, il y a les bons juifs, ce sont ceux qui s'intègrent, qui s'assimilent et qui deviennent intellectuels, capitaines d'industrie et aussi militaires et qui entrent dans l'armée. Et puis, il y a, entre guillemets, les mauvais, c'est-à-dire les masses analphabètes et miséreuses qui arrivent de Galicie et qui viennent, en quelque sorte, envahir
que ce soit Vienne ou la Hongrie. Et on voit ça très bien d'ailleurs en 1919 avec la Terreur blanche, c'est que dans son esprit, il y a deux sortes de juifs. Il y a le juif bolchevique, alors là on est dans l'image tout à fait typique de l'époque du judéo-bolchevique. Les communistes sont tous des juifs, bon. Mais ça, c'est les mauvais juifs, en quelque sorte. Et puis, il y a les bons juifs, c'est-à-dire les familles d'industriels hongrois, les familles de banquiers, les intellectuels, etc. Et quand il fait son intervention devant la communauté juive le jour de son entrée à Budapest, le 16 novembre 1919, il parle aux leaders de la communauté juive. Mais qui est-ce qu'il a en face de lui? Évidemment, il a en face de lui des bons bourgeois juifs, et qui, eux aussi, ont horreur des bolcheviks. Là, tout le monde est d'accord. Les messieurs qu'il a devant lui, ce sont des professions libérales, ce sont des gens de la finance et de l'industrie, et tout le monde a intérêt à ce que l'ordre revienne dans le pays. Donc là, Horthy s'en sort très bien. Quand on lit le discours qu'il tient à ces gens, on voit très bien, dans son esprit, la différence qu'il fait entre le mauvais, le méchant communiste, et puis les bons pères de famille, les bons bourgeois qu'il a en face de lui. Donc, il est dans un antisémitisme classique de l'époque, qui n'est pas raciste, qui est un antisémitisme économico-religieux, on va dire, mais qui n'a rien à voir avec l'idéologie raciale qui commence à pénétrer au même moment. On lit souvent dans les articles de presse qui traitent de la montée de l'extrême droite en Hongrie, on se plaît souvent à rappeler que la Hongrie est le premier pays qui a mis en place des lois anti-juives en Europe. Est-ce que vous pourriez rappeler les conditions de la mise en place du numerus clausus et nous raconter à quoi ressemblait la société hongroise à cette époque? Oui, alors bon, on va remonter peut-être au dernier recensement de 1910, le dernier recensement de l'Empire des Habsbourg. Il faut se représenter par exemple que sur la population de Budapest, qui fait à peu près 880 000 habitants, il y a un quart de juifs. Il y a 25% de la population de Budapest qui est juive. Donc c'est énorme. Et dans cette population, il y a de tout, évidemment. Il y a des ouvriers, il y a des petits commerçants, des petits artisans, et puis il y a en haut, il y a une élite donc bancaire, financière, intellectuelle, qui est très importante. On a des chiffres absolument massifs de pourcentage dans les professions libérales, donc chez les avocats, chez les médecins, etc., de 50 à 75% de juifs dans ces professions-là. Alors pourquoi? Parce que précédemment, ils ne pouvaient pas accéder aux autres professions. Donc forcément, c'est les professions libérales qui ont été privilégiées. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans la population juive de Hongrie, il y a une surreprésentation de la scolarité. C'est-à-dire que, là, je balance une évidence, les Juifs sont le peuple du livre, donc l'éducation, la culture, est quelque chose qui joue un rôle énorme. Et à partir du moment où la culture se sécularise, c'est-à-dire qu'on sort de l'apprentissage de la culture juive particulière religieuse, à partir du moment où les familles peuvent accéder à l'éducation sécularisée, les enfants sont massivement sécularisés. Les Juifs sont en Hongrie la population la plus alphabétisée. Bon, à la fin de la période, en 1914, globalement, l'alphabétisation a fait des progrès absolument énormes en Hongrie. Et je crois que si on regarde à Pozsony, par exemple, il y a, je crois, 98% des gens qui sont alphabétisés, toute population confondue. Donc, il y a quand même eu un progrès absolument énorme. Mais quand on regarde les statistiques donc d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur, à l'université, et qu'on regarde la polyglossie des gens, c'est toujours les Juifs qui sont en tête. Ils sont les plus alphabétisés et ils sont les plus polyglottes. Parce que souvent, finalement, on voit qu'il y a des communautés qui sont très importantes dans les villes qui sont en marge du territoire, que ce soit Nagyvárad, Temesvár, etc., où il y a des Juifs, il y a des Allemands, il y a des Hongrois, il y a des Roumains, il y a des Serbes, et qui sont ceux qui sont le plus susceptibles de parler les 4 langues? Ce sont les Juifs. Donc il y a vraiment un facteur important. Une situation très différente par rapport à la Pologne, par exemple. Absolument, absolument. Et à partir des années 1830, mais plus encore, bien entendu, à partir des lois d'émancipation de 1867, les Juifs ont adopté le hongrois.
Mais ils n'ont pas abandonné l'allemand pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont devenus majoritairement madiérophones, mais ils continuent, pour ceux qui en ont besoin, ils continuent à pratiquer l'allemand. Et il y a des statistiques pour Budapest à la fin du siècle où on a, oui, près de 75% des habitants juifs de Budapest qui déclarent le hongrois comme langue maternelle. Donc c'est quand même massif. Donc, sachant qu'au début du siècle, aucun n'aurait déclaré la même chose. Quelques décennies avant. Ah non, bien entendu. Si on avait fait si on avait fait en 1810 le même, d'abord on n'aurait pas eu de juifs puisqu'ils n'avaient pas le droit de résider dans les villes royales libres. Donc voilà. Mais oui, la progression est absolument massive. Donc on a une population juive qui est globalement très intégrée, voire assimilée, c'est-à-dire même convertie. Et la tragédie de 1918-1919, donc de la révolution bolchevique, c'est que un nombre considérable de leaders du mouvement bolchevique se trouvent être juifs. Et pourquoi? C'est ça qu'on se pose pas. Enfin, à l'époque, on ne s'est pas posé la question. Pourquoi est-ce que les juifs sont si engagés dans la social-démocratie, voire dans le communisme? Eh bien, c'est pour la même raison qu'en 1945, c'est que la social-démocratie et le communisme prêchent un abandon des différences nationales et des différences confessionnelles. Et pour les juifs qui ont quand même toujours la crainte, parce qu'il y a eu des crises d'antisémitisme à la fin du 19e siècle, la crainte que sans cesse on leur fasse reproche d'être juifs, eh bien la social-démocratie, le communisme, semble offrir l'abolition complète de ce genre de différence. Donc, on a, et c'est la même chose en Autriche, on a dans le Parti social-démocrate un pourcentage absolument énorme de juifs. C'est aussi pour ça qu'on les retrouve très engagés dans la révolution bolchevique. Et tout ça va être utilisé, bien entendu, par la réaction de Horthy et de son entourage pour stigmatiser les juifs, en faisant un syllogisme très simple. Donc, le communiste, il y a un communiste, le communiste est juif, donc le juif est communiste, donc il n'est pas hongrois. Voilà. Et ça sert à désolidariser, à dissocier la nation hongroise, qui va devenir, alors on est un petit peu dans l'idéologie pétainiste, la terre ne ment pas, qui va être une nation hongroise rurale et chrétienne. Et comme les juifs ne sont évidemment pas chrétiens et qui sont presque tous en ville, vous voyez tout de suite le décalage dans la conception nationale de Horthy et de son entourage. Et donc, cet acharnement contre les juifs au moment où l'armée nationale donc, remonte de Arad, Szeged jusqu'à Budapest, des détachements de l'armée nationale vont s'en prendre aux juifs de façon extrêmement violente, extrêmement brutale. On compte entre 3 et 5 000 morts. On n'a jamais vraiment pu avoir un chiffre fixe parce qu'il y a malheureusement des gens qui ont été brûlés, noyés. Enfin, il y a beaucoup de corps qui ont disparu, donc on n'a pas eu un chiffre fixe. Et la responsabilité de Horthy est bien entendu celle qu'il le savait et il n'a rien fait. Alors, il a lui-même massacré personne, mais il savait très bien que dans les rangs de l'armée nationale, certains sous-officiers, alors à la Gumbusch et autres, se sont livrés à ce genre d'exactions. Généralement aux grandes dames et à l'horreur des officiers de carrière de l'armée impériale. Parce que là, on a beaucoup de mémoires dans l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale, chez les immigrés, on a beaucoup de mémoires de ces anciens officiers, dont la plupart se sont montrés impuissants et révoltés devant les exactions commises par les cadres subalternes de l'armée. Et Horthy n'a rien fait pour enrayer, pour endiguer ce phénomène. Il a probablement pensé qu'on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, et que de toute façon, ça ferait toujours des juifs en moins et des communistes en moins, et Dieu retrouvera les siens, comme on dit. Tuez-les tous, et Dieu retrouvera les siens. Et cette terreur blanche entache évidemment l'arrivée au pouvoir de Horthy en mars 1920. Et ça continue. Alors, les exactions physiques cessent, mais pour asseoir le régime, eh bien, on promulgue cette loi dont on vient de parler, donc la loi sur le numerus clausus, qui entreprend de réduire la part des juifs là où ils sont justement surreprésentés dans l'université, ce qui fera, logiquement, pense-t-on, moins de professions libérales, et bon, s'il y a moins d'étudiants, il y aura moins... Voilà, absolument. La loi, quand elle est promulguée, elle est directement orientée contre les juifs, ou elle est dans une logique ethnique, sans nécessairement
s'attaquer directement et ouvertement aux juifs. Oui, elle est très subtile. Le mot juif n'est pas indiqué, mais elle est dite pour équilibrer la représentation des groupes sociaux de Hongrie. Bon, c'est assez. Et c'est surtout les juifs qui sont concernés. Et tout le monde comprend. Et tout le monde comprend de quoi il s'agit. Alors, la loi est abolie en 1928. Mais par la suite, et puis il y a des incidents antisémites dans les universités, etc. Bon, par la suite, il n'y aura plus de loi universitaire, il n'y aura plus de loi de numerus clausus, mais il y aura les lois anti-juives de 1938 qui toucheront alors là le monde économique et social et plus le monde universitaire. À la suite, donc on est juste après Trianon. Est-ce qu'il y a des populations importantes aussi qui reviennent des zones historiquement hongroises et qui passent dans d'autres pays comme la Roumanie, la Serbie, etc. Alors Trianon, c'est l'élément qui fait sens pour le régime Horthy. Pas de Trianon, pas de révisionnisme, pas de Horthy. Hein. Bon, et c'est valable dans les deux sens. C'est-à-dire que le révisionnisme, j'ai dit tout à l'heure que Horthy n'avait pas d'idéologie, mais le révisionnisme devient l'idéologie du régime. D'une manière évidemment sous-jacente, parce que les Alliés étant très vigilants et ayant comme partenaire dans la région la Petite Entente, la Hongrie ne peut pas sans cesse brandir le révisionnisme. Donc on crée des associations indépendantes, hein, comme la Ligue de la Révision, la Revisionsliga, qui n'est pas un organe gouvernemental, effectivement, mais qui est la vitrine, en quelque sorte, qui permet de faire de la propagande révisionniste durant toute l'entre-deux-guerres. Alors, le traité de Trianon, il faut revenir, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut quand même se représenter ce que la Hongrie a vécu entre octobre 18 et mars 1920, enfin juin 1920. Il n'y a pas beaucoup de pays en Europe qui en ont pris autant sur la tête. Voilà donc une guerre perdue. Le retour des soldats, des mutilés, des blessés, etc., comme dans d'autres pays, mais là, en plus, on a perdu. L'invasion du territoire par les armées tchécoslovaques et par les armées roumaines. Donc, on perd la guerre, mais en plus, on se fait envahir par, entre guillemets, les inférieurs, hein, par les nationalités dites inférieures. Traumatisme supplémentaire. Par là-dessus arrive donc la fin de l'Empire, la révolution bourgeoise de Károly, les conditions déjà défavorables que Károly n'arrive pas à négocier avec les Alliés, là c'est un autre sujet, et les bolcheviks. Donc tout ça se passe en l'espace de octobre, novembre, décembre, janvier. En 4 mois, le pays est choqué à un point assez étonnant. Ensuite, après avoir connu pour la première fois depuis plusieurs siècles, une période d'expansion nationale exceptionnelle. Absolument. On arrive après le compromis 70 ans de paix. Hein, si on estime que 1848 a été une guerre austro-hongroise. Bon. Et par là-dessus, donc, la réaction. Alors, les bolcheviks s'en vont, les Roumains s'en vont. Le pays est à peu près nettoyé des indésirables. Le régime réactionnaire de Horthy, et par là-dessus, le mois de juin 1920, paf, le traité de paix. La plupart des gens bien informés savaient que ça allait se terminer comme ça. Mais dans la population, se rendre compte qu'effectivement, on n'a pas pu obtenir mieux que ça, c'est un choc considérable. Alors, par-dessus vient le choc des rapatriés, on va appeler ça comme ça en français, hein, des rapatriés. Alors, qui sont ces gens ? Il y a tous les fonctionnaires, tous les gens qui avaient des métiers liés à l'État hongrois et qui étaient déjà des transplantés très souvent. Hein. Il y avait une énorme mobilité sociale en Autriche-Hongrie. Donc, le directeur des chemins de fer de Kolozsvár, si ça se trouve, peu de temps avant, il était à Kassa, et puis avant, il était à Sopron. Et puis, les gens sont mobiles. Mais là, pour les employés d'État, il n'y a aucune possibilité de retrouver du boulot, parce que la plupart ne sont pas natifs. Donc, par exemple, prenons l'exemple de ce monsieur que j'invente là, de Cluj, de Kolozsvár, si ça se trouve, il ne parle même pas roumain. Donc, qu'est-ce qu'il va faire en Roumanie ? Donc, il part. Mais alors, il part avec sa famille, et à ce monsieur-là, on peut en ajouter des milliers qui arrivent en Hongrie, et beaucoup arrivent évidemment à Budapest. On ne peut pas les loger. C'est pas possible. Et énormément de familles vont végéter des années durant dans des wagons désaffectés
des chemins de fer hongrois dans les banlieues de Budapest. Tout ça, ça crée de la misère sociale, ça crée de l'instabilité sociale, etc., sur laquelle viennent se greffer donc la révolution bolchevique et la réaction hortiste. Donc le pays est dans un état de déliquescence, de chaos, de misère et de traumatisme absolument massif. Donc c'est pas étonnant que se crée une nostalgie des territoires perdus. C'est légitime, c'est normal. Bon. Le problème, c'est qu'on est en 2014 et qu'il faudrait arrêter de parler de ça. Mais sur le moment, l'ampleur du choc doit être dite, parce que c'est un véritable choc. Donc, le révisionnisme qui devient la raison d'être du régime, à défaut d'autres idéologies, comme on l'a dit tout à l'heure, se nourrit donc de cette imagologie, où on représente, alors Nem Shoah, etc., les cartes, la Hongrie mutilée, bon, il y a toute une illustration du thème révisionniste qui n'est jamais associée à celui de Horthy. C'est-à-dire qu'on ne va jamais trouver, par exemple, sur la même carte postale, la tête de Horthy et puis la Hongrie mutilée. Parce qu'on sait très bien, le gouvernement fait très très attention à ça, il faut garder une image internationale correcte, donc on va tolérer les dérives révisionnistes par-ci par-là, mais sans les associer au gouvernement. Plus ou moins, parce qu'évidemment il y aura des ratés, il y a l'affaire des faux francs, enfin bon, il y a un certain nombre de ratés quand même assez considérables, et c'est d'ailleurs après l'affaire des faux francs que justement le gouvernement dit bon stop, maintenant on fait attention, on ne met pas les mains là-dedans, il faut vraiment que la Ligue de la Révision soit un organisme indépendant du gouvernement, même si le gouvernement approuve ce qu'elle fait, mais il ne s'engage pas directement dans la Ligue. Il n'y a pas de révisionnisme officiel au niveau de l'État alors? Alors, si, mais par les moyens pacifiques, évidemment. Donc, c'est dire, bon, nous acceptons la situation internationale issue des traités, mais elle ne nous plaît pas. Donc, si nous avons l'opportunité de la faire changer, nous le ferons. D'où, évidemment, l'alliance avec les deux autres frustrés de l'Europe, les Italiens, qui, paradoxalement, sont des vainqueurs de la guerre, mais sont frustrés pour tout un tas d'autres raisons, et les Allemands. Donc les promesses, les liens avec les Italiens et les Allemands se font sur la base de ces promesses-là. C'est-à-dire, les autres disent, nous aussi nous sommes déçus du règlement de la paix en 1919, donc associons-nous et essayons de changer les choses, puisque nous n'avons pas de contentieux entre nous. La Hongrie n'a pas de contentieux avec l'Allemagne, n'a pas de contentieux avec l'Italie sur le plan territorial, donc associons-nous pour régler les contentieux territoriaux que nous avons avec les autres. Et la Hongrie se voit un peu au même niveau que l'Italie, l'Allemagne, une de ces grandes nations européennes qui doit renaître, et voire même la passerelle vers l'Orient. Se voit un peu l'égal de l'Allemagne tournée vers l'Orient et l'Allemagne tournée vers l'Occident. Alors là, on a des délires qui sont les délires de M. Saarchi, par exemple, qui... alors c'est absolument délirant. Bon, il y a l'idéologie touranienne, dont vous avez certainement entendu parler, et dont Saarchi a été un des auteurs dans l'entre-deux-guerres. Alors lui, c'était très simple. Il avait coupé le monde en trois. Les Allemands à l'ouest, les Hongrois au milieu et les Japonais à l'est. Voilà. Et il n'y avait pas d'autres... Alors évidemment, les Russes dégagés, entre barbares. Donc il avait simplement coupé le monde en trois. Et quand il a commencé à dire aux Allemands que voilà, les Hongrois allaient dominer l'Europe centrale, ça ne leur a pas beaucoup plu aux Allemands. Donc il y a eu tout de suite... et puis inutile de vous dire que les Japonais, M. Saarchi, jamais entendu parler, et ils n'étaient absolument pas intéressés à aller s'étendre jusqu'aux portes de Bagdad. Donc, ces idéologies... Alors, c'est délirant, mais ça fait quand même référence à un courant de la fin du 19e siècle, où les Hongrois se sont toujours posé la question de savoir qui sommes-nous, où sommes-nous et où allons-nous. Ça peut faire sourire, mais c'est le syndrome de la petite Hongrie isolée dans la mer slavo-germanique. Bon. Et à la fin du XIXe siècle, il y avait une tendance consistant à prêcher l'attraction occidentale de la Hongrie. C'est pas pour rien que la revue Nyugat s'appelle la revue Nyugat. Mais il y avait aussi une autre tendance qui consistait à dire non, c'est une erreur. Nous venons de l'Est.
les Hongrois sont c'est un peuple sibérien, ouralo-altaïque, etc. On n'a rien à faire à l'ouest. C'est vers l'est que sont nos racines. Donc il y avait une autre revue qui s'appelait Kelet Nepe, le peuple de l'Est, et qui correspondait à cette tendance intellectuelle. Donc c'est pas très étonnant de voir ça revenir régulièrement dans la mentalité hongroise. Et il y a un autre pays qui partage ça avec les Hongrois en Europe centrale, ce sont les Polonais. Donc les Polonais aussi régulièrement disent en fait on n'a rien à attendre de l'Occident, c'est vraiment que du mauvais. Allons plutôt vers l'Est. Alors c'est l'idéologie sarmate chez les Polonais en disant nous avons été il y a longtemps dominants jusqu'à la Biélorussie, etc. C'est là que sont nos territoires naturels. Donc là, ça fait partie des difficultés de ce que Bibot a appelé les petits peuples d'Europe centrale et qui ont donc du mal à trouver leur place. Alors il est évident qu'en plus, quand on vous ratatine des 2/3, déjà vous avez du mal à exister quand vous êtes gros, alors si en plus on vous ratatine et qu'on vous dit que vous n'êtes plus rien, forcément ça crée, c'est pas étonnant que ça crée des frustrations chez les gens. Aujourd'hui, Jobbik a repris à son compte l'idéologie touranienne ou touraniste en se réclamant de l'Oural. Ils sont un peuple ouralo-altaïque et doivent se tourner exclusivement vers l'Est. Et c'est une théorie qui plaît aussi du côté de Fidesz, de la frange radicale de Fidesz, et qui va bien de pair, enfin, qui tombe bien puisque Orban lui-même prône l'ouverture vers l'Est, donc il n'est pas dans l'idéologie touranienne, mais voilà, il dit prenons nos distances avec l'Occident, il n'est pas normal que 75% de nos échanges soient faits avec l'Ouest, il faut se tourner vers l'Est, et s'appuie donc indirectement aussi sur cette idéologie qui est reprise par Jobbik. Alors là, on est dans le, alors je ne vais pas dire dans le délire parce que je vais avoir des problèmes à la frontière quand je vais repartir, mais on est dans si M. Orban écoute, mais enfin c'est du grand n'importe quoi parce que d'un côté, on est anti-soviétique, anti-russe, au possible, il faut chasser tous les résidus de communisme soviétique en Hongrie, il n'y a pas eu de désoviétisation, etc., etc. Et on fait ami-ami avec M. Poutine qui est quand même un ancien du KGB. Donc là, on est vraiment dans une incohérence totale où on voit mal comment on va convaincre la population hongroise que le progrès est dans les steppes de Sibérie. Donc moi ça me paraît délirant et toute personne ayant un peu de sens doit se rendre compte qu'on est c'est complètement incohérent. Il y a des similitudes aussi dans les relations entre Orban aujourd'hui et l'Occident qui perd confiance totalement au personnage Orban, et Horthy avec Hitler, où au départ Horthy se tourne vers Hitler pour récupérer des territoires perdus, et puis après il y a une tentative de se distancier d'Hitler en disant finalement on a récupéré les territoires, Hitler est en train de perdre, on va aller vers les Alliés. Alors c'est encore plus tordu que ça, je dirais. Déjà, il y a après Trianon, il y a bien entendu une énorme méfiance vis-à-vis de l'Ouest, c'est évident. Mais chez Horthy et chez d'autres, il se maintient, ça c'est un classique de la conscience historique hongroise aussi, se maintient un intérêt, une admiration et des liens avec l'Angleterre, avec la Grande-Bretagne. Bon, et chez Horthy, c'est absolument évident. Par contre, là, avec la France, ça diverge complètement. Donc, il y a toujours cette tentative de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire ne pas se brouiller complètement avec l'Ouest, notamment avec la Grande-Bretagne, avec les Américains avec qui on n'a absolument aucun contentieux, on ne veut pas se brouiller non plus, mais d'essayer de profiter de Hitler et de Mussolini le plus possible. Donc, la première entrevue entre Horthy et Hitler, c'est au printemps 1936. Et Horthy, ça se passe pas trop mal. Horthy trouve Hitler intéressant, il trouve qu'il a comme souvent, Hitler parle tout seul pendant 2 heures, quoi. Mais Horthy le trouve cohérent, il est assez favorablement disposé à son égard. Et puis, évidemment, les Hongrois, n'adoptant pas la ligne hitlérienne complète, Hitler finit par s'énerver
contre les Hongrois. Il n'est pas le seul à s'énerver. D'ailleurs, si on lit le journal de Goebbels, on va trouver que les Hongrois sont absolument honnis par Goebbels, alors qu'il les juge enjuivés. Hein, voilà. C'est ça quand même assez intéressant de lire ça en creux. Ouais, voilà. Et la deuxième entrevue, enfin le deuxième moment vraiment intéressant entre Hitler et Horthy, c'est la fameuse visite en Allemagne du mois d'août 1938. Donc Horthy fait un voyage en Allemagne de plusieurs jours avec une revue navale à Kiel, et puis un arrêt à Berlin, un arrêt à Nuremberg, enfin bon, c'est absolument massif. Et ça se passe très mal. Bon, d'abord, il pleut tout le temps, sauf au moment de la revue navale quand même, mais après, il pleut tout le temps, sans arrêt. Bon. Donc ça n'aide pas l'ambiance. Et ça se passe très mal parce que les Hongrois refusent, alors on est en août 38, donc un mois avant Munich, les Hongrois refusent éventuellement d'attaquer la Tchécoslovaquie pour prendre la Slovaquie, puisque c'est ça, Hitler leur dit, vous voulez la Slovaquie, prenez-la en quelque sorte. Ah, non, on la veut, mais on veut surtout pas faire... Que pour nous. Voilà, que pour nous, et on veut pas tirer un seul coup de feu, quoi. Bon. Et donc, évidemment, Hitler, Göring, enfin, tout ce monde s'énerve, ça crie très fort, et Hitler, à ce moment-là, se montre, comme il est souvent, il vocifère, il hurle, bon. Et face à l'amiral, ça passe pas. Là, c'est à nouveau... c'est un manque de tenue, quoi. Voilà, l'amiral juge qu'un petit caporal n'a pas à se mettre à lui donner à lui crier dessus. Donc ça se passe très mal. Madame Horthy fait sa mauvaise tête. On se demande si elle le fait exprès ou si elle est vraiment très naïve, mais je pense les deux peut-être. À Nuremberg, les Allemands font visiter au couple Horthy le grand stade de Nuremberg. Et... alors c'est Himmler qui s'occupe de la visite. Alors vous voyez Himmler, déjà la tête, hein. Bon, qui explique que voilà, et dans ce stade, je ne sais pas combien de centaines de milliers de gens vont venir écouter et acclamer le Führer. Et Madame Horthy dit mais je comprends pas, comment vous rassemblez autant de gens juste pour entendre un seul homme. Bon, donc Himmler ne répond même pas parce que elle est complètement à côté et on se demande si elle le fait exprès ou non. Donc le voyage se passe très mal et la dernière entrevue, c'est celle de 1944, et là ça se passe encore plus mal puisque, comme tout le monde le sait, Horthy est, comme d'autres chefs d'État avant lui, convoqué chez Hitler pour s'entendre dire que le Reich va envahir la Hongrie. Donc la voie est étroite entre s'associer sans donner de gages, et notamment sans donner de gages sur la question juive, et c'est ça qui va évidemment terminer la séquence, hein, si on peut dire, et le fait de vouloir obtenir le plus possible en donnant le moins possible. Et c'est ça le piège dans lequel tombe la Hongrie, dans lequel elle tombe parce qu'elle est basée sur cette revendication révisionniste. Sans révisionnisme, pas de... Et vous évoquez aussi donc, les gages contre les juifs qui n'étaient pas donnés à Hitler. Voilà, absolument, puisque à partir de... Alors, on donne donc, en 1938, on va donner les gages par ces lois anti-juives, qui sont des lois prétendant réduire la part des juifs dans les fonctions socio-économiques du pays. Mais il y a eu beaucoup d'études faites sur la question. On s'est rendu compte qu'en fait, pour donner le change justement à Hitler, on a attaqué les petits, les petits boutiquiers, en fait les pauvres gens qui n'avaient pas les moyens de trouver un homme de paille ou de revendre leur boutique ou de s'arranger avec le beau-frère catholique, enfin bon, etc. Et on n'a absolument pas touché les grandes familles. Donc ni les Korin, ni les Weiss, les grandes familles industrielles et bancaires de Hongrie n'ont pas été touchées, parce que si on les avait touchées, la Hongrie s'écroulait. Elle n'aurait plus eu de production, enfin bon, tout serait allé à volo. Donc à chaque fois, il y a une mesure de satisfaction qui est donnée aux Allemands, de dire, vous voyez, ça y est, on a fait ce qu'il fallait. Et quand on regarde la réalité, et les diplomates allemands qui sont à Budapest ne cessent d'écrire en disant les Hongrois ne font pas ce qu'on leur dit, ils font n'importe quoi, ils ne sont pas fiables, etc. Il y a un volume énorme d'éditions de correspondance qui s'appelle Wilhelmstrasse et Magyarország. Donc la Wilhelmstrasse, c'est le ministère des Affaires étrangères à Berlin, et la Hongrie, où on voit à quel point les Hongrois sont des empêcheurs de nazifier en rond, on va dire. Bon. Et plus
les choses avancent. Pire c'est, puisque là, en 1938, donc avec le premier arbitrage de Vienne, la Hongrie récupère effectivement une partie des territoires. Deuxième arbitrage de Vienne, encore un petit bout. Et puis, là, ça devient sérieux avec Hitler. Hitler dit, bon, vous voulez la Batchka, mais il faudra la prendre, la Batchka. Il faudra aller la chercher vous-même. Et là, on est dans la crise donc, qui précède l'entrée en guerre de la Hongrie en avril 1941, qui est présentée au départ, non pas comme une entrée en guerre, mais comme une récupération de la Batchka, au moment où les Allemands, eux, entrent en Yougoslavie. Mais tout le monde comprend de quoi il s'agit, et en premier lieu, le président du Conseil de l'époque, Palteleki, qui se suicide, puisqu'il comprend qu'il a mis le doigt, ça y est, c'est fini, on est dedans, quoi. Et effectivement, un mois et demi plus tard, c'est l'attaque contre l'Union soviétique, à laquelle Hitler exige que la Hongrie participe. Et on envoie cette fameuse deuxième armée qui va être complètement massacrée dans l'offensive du Don en janvier 1943. Donc, les Hongrois savent très bien que s'ils continuent à trop ménager la chèvre et le chou, la chèvre va manger le chou. Hein. Et c'est ce qui finit par se passer en 1944, puisqu'en plus, entre-temps, les Hongrois ont commencé à s'adresser aux pays neutres pour essayer de sortir, en kiugrás, d'essayer de sortir de la guerre. Et puis là encore, on n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas. On tergiverse. Bon, alors là, les Alliés sont aussi pas forcément très conséquents non plus. Et finalement, il n'y a pas de kiugrás. Même les Roumains, ils sont parvenus. Ça ne les a pas sauvés du communisme, ça ne les a pas sauvés des derniers massacres. Mais bon, ils ont la conscience un peu plus claire, un peu plus propre que les Hongrois. Et dans l'esprit de Horthy, c'est ça qui est peut-être intéressant à mentionner maintenant, c'est que à tous ces moments où il aurait pu dire non, en 1919, il aurait pu dire non, moi je reste dans mon domaine, je ne m'engage pas, débrouillez-vous. Bon, là, il aurait pu dire non. À plusieurs, il aurait pu dire non. Après, en disant ça y est, je vous ai aidé à restaurer l'ordre. Maintenant, je rentre chez moi. Non, il se laisse entraîner par goût aussi du pouvoir, bien entendu, à devenir régent. Et après, une fois qu'il est régent, il y a plusieurs moments auxquels il avait le choix. Il aurait pu dire non. C'est contre mon honneur. Je m'arrête, je m'en vais, je vais en exil. Et au contraire, il retourne. C'est comme le maréchal Pétain, j'ai fait le don de ma personne à la France. Et finalement, Horthy a exactement le même type de raisonnement. Je fais à la Hongrie le don de ma personne. Donc, pour lui, c'est rester en poste jusqu'au bout, c'est boire le calice jusqu'à la lie. Et il y a toujours ce doute qui s'instille quand on regarde sa vie en se disant mais pourquoi il n'a pas tourné les talons en disant non, c'est au-dessus de mon... I quit, comme on dit en anglais. Je ne peux pas avaler ça. Teleki s'est suicidé, etc. Beaucoup en 1941, il y a des Hongrois qui émigrent. Il y a une partie du personnel diplomatique qui entre en dissidence, entre guillemets, dans les pays neutres. Le régent reste à son poste jusqu'à ce que les Allemands vraiment le sortent du palais, en quelque sorte. Horthy s'accroche au pouvoir jusqu'en 1944, et puis l'arrivée des Allemands à Budapest. Oui, donc on a dit tout à l'heure que Hitler avait convoqué Horthy au mois de mars 1944 pour lui expliquer que, à force de faire sa mauvaise tête, les Allemands allaient envahir le pays. La justification de l'invasion de la Hongrie en mars 1944, elle est, je crois, en tout cas c'est mon analyse, c'est purement et simplement pour régler la question juive en Hongrie. Parce qu'on est donc au mois de mars 1944, les Allemands savent qu'ils ont perdu la guerre, donc il ne s'agit pas la Hongrie n'a pas de potentiel industriel intéressant comme la Tchécoslovaquie en 1939, où là le but c'était de s'emparer des ressources industrielles des pays tchèques. Là, pour la Hongrie, il est évident que c'est pas au mois de mars 1944 que l'Allemagne va commencer à exploiter la Hongrie. La seule chose qu'elle peut un petit peu exploiter, c'est la production agricole pour nourrir le Reich, mais en ce qui concerne les objectifs militaires, si l'idée c'est d'arrêter l'armée rouge qui est déjà en train de s'approcher de la Roumanie, et ce sont les derniers combats d'ailleurs qui auront lieu au mois de l'hiver suivant, la justification stratégique n'est pas valable. Elle est annoncée comme étant la façon la plus commode d'aller s'emparer du pétrole roumain, mais en fait la justification c'est le règlement de la question juive en Hongrie, puisque c'est le pays qui résiste. Alors,
le cas bulgare est encore autre à part, mais bon, c'est Parce pays... que les Juifs hongrois n'ont pas été déportés dans les camps jusqu'à cette absolument. Alors, ils ont été plus ou moins... Ghettoisés. Alors, ghettoisés, pas encore. Ghettoisés, c'est après l'arrivée des Allemands. Ils ont été plus ou moins, on va dire, désocialisés, avec les lois dont on a parlé tout à l'heure, mais on ne les a pas touchés. On a, en revanche, déporté 20 000 Juifs réfugiés de Pologne et d'Union soviétique, qui s'étaient réfugiés en Hongrie, et que là, le régime a accepté de déporter, croyant encore gagner du temps, justement, face à Hitler. Donc, entre le mois de mars et le mois de juillet 1944, les Allemands, avec l'aide des forces hongroises, armées et gendarmerie, déportent la quasi-totalité des Juifs de province, et c'est les Juifs de Budapest qui vont être sauvés. En grande partie parce que dans l'entourage de Horthy, il y a de plus en plus de gens qui lui font comprendre que on sait très bien où vont les trains, première chose. Deuxième chose, il est évident qu'on veut aussi se préserver pour l'après-guerre. Donc, s'opposer aux dernières volontés des Allemands fait partie d'une stratégie, sachant que les Allemands ont perdu la guerre et que donc, bon, ils ne vont pas rester très longtemps sur le sol hongrois. Horthy a une dernière réticence, une dernière répulsion, c'est qu'il ne veut pas demander l'armistice à l'Union soviétique. Son anticommuniste est tel que ça lui paraît quelque chose d'impossible. On finit par le convaincre, et donc le 15 octobre 1944, sur les ondes, à 13h, c'est un dimanche, les gens entendent la demande d'armistice à l'Union soviétique. Et là, les Allemands veulent forcer Horthy à nommer Szalosy président du Conseil. Bon, alors il y a tout un pataquès, pour parler vulgairement, ce jour-là. Pour le faire fléchir, on kidnappe son fils. Et donc, c'est donc Szalosy et les Croix fléchées qui prennent le pouvoir. Sur le plan, je dirais, local. Et c'est eux qui vont commettre les atrocités que l'on connaît à Budapest, dans le ghetto, avec les fusillades au bord du Danube, et ce que nos auditeurs connaissent très bien. Pour bien préciser, c'était bien des atrocités commises par des Hongrois. Absolument, voilà. Par des Hongrois contre des Hongrois. Voilà, on est bien d'accord. Voilà. Oui, les Allemands n'ont plus les moyens. Partie, là aussi des mythes. Voilà. Les Allemands, je dirais, se contentent, entre guillemets, de donner à Szalosy et aux Croix fléchées le pouvoir local. Ils ne peuvent plus organiser de déportation, il n'y a plus de train, il n'y a plus rien. Donc, les Allemands, ce qui leur importe à ce moment-là, c'est la défense militaire. C'est-à-dire de retarder le plus possible l'arrivée des Soviétiques. Ce qui se passe sur les quais de Budapest, à partir du moment où ça ne bouleverse pas trop l'ordre, ils s'en fichent. Ils laissent faire, et effectivement, ce sont des Hongrois qui tuent des Hongrois. Et donc, les Allemands emmènent Horthy en Bavière. Il est interné dans une demeure noble, dans un petit château, dont on a évidemment expulsé les propriétaires, ça va de soi. Il est gardé par la Gestapo, et jusqu'au, pratiquement, la veille du 1er mai 1945, où là, on voit arriver les armées américaines. Il reste 3 pauvres types, des hommes âgés qui restent, des gardes, qui restent dans le château, et tous les dignitaires nazis qui étaient sur place partent. Et donc Horthy est libéré, on va dire ça comme ça, par les Américains. Et le fait que ce soit les Américains a une certaine importance pour la suite, puisque les Américains entrent tout de suite dans un processus d'interrogatoire vis-à-vis de Horthy, donc il est séparé de sa famille et il est emmené pour être interrogé dans différentes résidences, il va à Augsbourg, etc. Et que cherchent à savoir les Américains, ils cherchent à savoir si Horthy doit être classé comme criminel de guerre et doit donc être jugé au procès de Nuremberg qui va se tenir dans quelques temps après. Et il y a 2 éléments intéressants, c'est qu'il y a 2 personnes, enfin 2 puissances qui veulent citer Horthy comme criminel de guerre. Tito, qui veut citer Horthy comme criminel pour les massacres commis dans la Batchka, et les Hongrois, les communistes hongrois, qui veulent faire citer Horthy à Budapest. Alors, les Américains font comprendre à Tito qu'ils l'ont suffisamment aidé comme ça et que donc il n'a rien à exiger d'eux. Donc, exit la demande de Tito. Les Américains disent aussi à Tito: nous savons très bien que si on vous donne Horthy, vous allez le pendre ou le tuer, ou enfin vous allez l'exécuter, il n'y aura pas de procès équitable, etc., etc. Donc,
donnant, Tito doit s'incliner. Et pour les communistes hongrois, là c'est Staline lui-même qui dit non, qui dit niet. Et pourquoi dit-il niet? Aussi parce qu'il sait que si on ramène Horthy à Budapest, il va subir le même sort que Szálasi et que les autres, il va être exécuté. Et là, il y a très nettement de la part de Staline la volonté de ne pas faire un martyr. Et si on raisonne en creux, on se dit que si Staline ne veut pas faire un martyr, c'est que Horthy bénéficie dans l'opinion, dans le peuple, en Hongrie, d'une telle popularité, d'une telle aura, qu'on risque quelque chose. Un soulèvement, Et alors qu'on est en train d'essayer de stabiliser le pouvoir communiste en Hongrie. Donc ce n'est pas le moment d'aller ramener Horthy et de faire un grand procès spectaculaire avec une exécution, etc. Staline dit non. Donc les Américains se retrouvent avec un Horthy sur les bras, qui n'est pas criminel de guerre du coup, puisque personne ne veut le classer comme criminel de guerre. Donc, il est entendu comme témoin dans les procès contre des Allemands, notamment contre Wessenmayer qui était à Budapest. Et ensuite, le processus judiciaire étant terminé, on le libère complètement. Et là, se dessine donc la décision d'émigrer, parce que la Bavière a un climat dont Madame Horthy n'est pas, qui ne réussit pas du tout à la santé de Madame Horthy, et donc un certain nombre de possibilités sont envisagées, et c'est finalement le Portugal. Donc Horthy, voilà, Estoril. Horthy arrive au Portugal au mois de janvier 1949, et il va vivre là ses dernières années, puisqu'il meurt en février 1957. La légende familiale veut que c'est le choc de la révolution de 1956 qui ait précipité sa fin. Alors, c'est tout à fait possible. Néanmoins, il a 89 ans, donc il est toutefois en bonne santé. Même dans les derniers mois de sa vie, c'est quelqu'un qui se porte bien, qui n'a pas de maladie, qui va nager tous les matins, qui est quand même, pour son âge, qui jouit d'une santé assez exceptionnelle. Les récits, évidemment très hagiographiques de sa belle-fille, le montre complètement déprimé après l'annonce de la Révolution et surtout l'annonce des combats. Mais évidemment, qui n'a pas été déprimé, enfin quel Hongrois, que ce soit Horthy ou un autre, n'a pas été déprimé à ce moment-là par la nouvelle de la Révolution et du contexte dans lequel elle se déroule. Donc, bon. Toujours est-il qu'à partir de la fin janvier, début février, il se sent mal et voilà, il décline et enfin il finit par décéder. Et donc on va faire un saut dans le temps pour arriver à nos jours. Est-ce que la réhabilitation et la réapparition dans le débat public de la figure de Horthy vous semblait finalement quelque chose d'inéluctable, cette réhabilitation qu'on voit menée par l'extrême droite hongroise depuis plusieurs années? Alors d'abord, on a eu une première phase qui était la phase tout de suite après 1989, où on a commencé à ressortir du congélateur de l'histoire, comme on dit, un certain nombre de figures de l'entre-deux-guerres. Ça a été fait à la fois par des historiens, la biographie de Bethlen par Romšič, donc des choses extrêmement... sans aucun... historiquement absolument sans reproche. Mais il y a eu de la part de la société hongroise une volonté de réécrire l'histoire en faisant sortir justement certaines personnes des congélateurs de l'histoire. La première phase a été achevée par le retour des cendres de Horthy en septembre 1993. Il est réenterré donc dans la crypte familiale à Kenderes. Et là, on a un premier point, un premier apogée de la revalorisation de Horthy. Et là, le gouvernement Antall déjà n'est pas clair à ce moment-là. Au moment du retour des cendres, quelque temps après celles de Mindszenty, donc on est quand même dans un retour à... on est dans un rejet du communisme, donc forcément on va rechercher des personnalités du régime précédent. Et là, au moment du réenterrement de 1993, le gouvernement Antall est mal à l'aise et dit « oui, ça sera quelque chose de purement privé, de purement familial ». Alors, ça a été retransmis par la télé, il y avait eu une médaille de la monnaie nationale, il y a eu évidemment une garde de l'armée, bon ça c'est quand même un peu normal, donc ça a été à peu près tout, sauf quelque chose de privé, il y a des ministres qui y sont allés, enfin bon, etc.
Donc, déjà, bien avant le gouvernement actuel, on avait déjà je dirais un inconfort de la part des décideurs vis-à-vis de la personnalité de Horthy. Les choses se sont calmées après le réenterrement, puisque bon, cette étape-là étant close, on n'en parle plus. Et déjà dans le premier gouvernement Orban, on a vu revenir la revalorisation de l'entre-deux-guerres, en disant c'est quand même une période où là on ne vivait pas si mal, etc. Alors il y a eu des volumes de photos qui ont été édités, etc. Bon, on a revalorisé l'entre-deux-guerres en général, sans cibler nécessairement la figure de Horthy. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu les biographies. Il y a eu la biographie de Bethlen, il y a eu la biographie de Teleki. Bon, il y a eu en plus un travail historiographique de très très haut niveau de fait, mais il y a eu dans le même temps, bien entendu, aussi une pénétration dans l'opinion publique de la nostalgie de Trianon et de la figure de Horthy. Et là, depuis le début du second gouvernement Orban, c'est encore plus évident. Ben, merci beaucoup Catherine Aurel, ça a été très dense, très riche, et je crois que dans un pays comme la Hongrie qui est toujours tourné vers son passé, vers son histoire, c'est très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, de revenir sur tous ces épisodes et les différentes interprétations qui peuvent en être faites. Pour les personnes intéressées par ce livre, donc on mettra sur le site internet en dessous de l'enregistrement les liens nécessaires pour pouvoir se le procurer, et puis on espère qu'il sera bientôt publié aussi en hongrois pour nos amis hongrois. On va rappeler le titre en français. Donc, L'amiral Horthy, régent de Hongrie, chez Perrin. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.